Merci de m'accompagner pour cette lecture. La franc-maçonnerie dans la province de Québec en 1883 par Jean d'Herbery. Enregistré conformément à l'acte du Parlement du Canada en l'année 1883 par J.A. Langlais au bureau du ministre d'Agriculture à Ottawa. La franc-maçonnerie dans la province de Québec en 1883. Depuis quelque temps, l'on s'occupe beaucoup dans notre province de Québec de franc-maçonnerie et de francs-maçons. Les uns disent « Canadiens, faites attention, vous avez au milieu de vous un ennemi actif et dangereux. » Par une propagande habile, ils enrôlent dans ses rangs bon nombre de catholiques et mettent des idées fausses dans bien des têtes. Cet ennemi, c'est la franc-maçonnerie. Si vous n'êtes pas sûr de vos gardes contre ces manœuvres, elle mettra bientôt en danger vos institutions catholiques et même votre religion. Cet ennemi, c'est la franc-maçonnerie. Si vous n'êtes pas sûr de vos gardes contre ces manœuvres, elle mettra bientôt en danger vos institutions catholiques et même votre religion. Les autres répondent « Exagération, que tout cela ou fausseté manifeste. » La maçonnerie est une affaire anglaise, une sorte de société de bienfaisance entièrement différente de la maçonnerie continentale. Il n'y a du reste que peu ou point de Canadiens dans les loges. Parmi nous, catholiques du Canada, la franc-maçonnerie n'existe pas. Laquelle croire de ces deux opinions? Le livre « La franc-maçonnerie dans la province de Québec en 1883 » est la réponse à cette question. Écrit d'après les documents officiels de la maçonnerie canadienne, appuyé sur des témoignages irrécusables et des renseignements parfaitement sûrs, cet ouvrage fait connaître à fond la doctrine, les tendances et le but final de cette association ténébreuse. Les catholiques désireux de se renseigner exactement sur les agissements de cette société ténébreuse trouveront donc, dans cet ouvrage, une réponse concluante aux questions qu'ils pourraient se faire. Chapitre 1. Origine de la franc-maçonnerie moderne. L'Angleterre a été le berceau de la franc-maçonnerie moderne et tout porte à croire qu'elle restera limitée à cette nation, jusqu'à la célèbre réunion des frères, à la taverne du Pommier en 1717. Alors, elle prit son essor et s'en alla visiter successivement toutes les parties du monde civilisé. Les maçons du continent disent d'un commun accord que la maçonnerie fut importée d'Angleterre sous forme de société secrète, vers le commencement du 18e siècle. Robinson Proof of Conspiration. D'après ces témoignages, la fameuse société qui excrit aujourd'hui par ses millions de membres une influence prépondérante sur les affaires publiques compterait, tout au plus, un siècle et demi d'existence. Ce n'est pas à dire pourtant qu'elle vit alors le jour pour la première fois, son histoire remonte bien plus haut. Sans nous arrêter aux théories extravagantes des maçons qui vont chercher leur ancêtre parmi les ouvriers du temple de Salomon, nous pouvons toutefois, avec le P. Deschamps et l'avocat Hecker, retracer l'origine de la maçonnerie jusqu'à l'ordre fameux des Templiers. D'après ce dernier écrivain, plusieurs chevaliers du Temple réfugiés dans l'île de Mull, en Écosse, après la suppression de l'ordre en 1312, résolurent de réorganiser leur institution et de lui rendre ses mystères et ses buts anciens. L'entreprise était dangereuse. L'autorité ecclésiastique et civile, si elle en eusse eu connaissance, l'aurait supprimée dès ses premiers essais. Afin donc de masquer leurs desseins, les chevaliers se firent donner le protectorat de la Corporation des maçons. En retour des services que ces hommes avaient rendus à l'Église, par l'érection d'édifices de charité et de magnifiques cathédrales, ils avaient reçu des papes des franchises considérables, de là le titre qu'ils prenaient de francs-maçons, ou maçons affranchis des taxes et des droits qui pesaient sur les autres citoyens. Les Templiers firent de ces francs-maçons la section extérieure de l'ordre. Ils leur communiquèrent une partie insignifiante des secrets, mais ils leur fournirent surtout des occasions fréquentes de somptueux banquets et de parades en public. La corporation maçonnique garda ainsi un caractère attrayant et inoffensif. Grâce à sa protection, les chevaliers purent organiser à loisir la section intérieure de l'ordre, la véritable maçonnerie templière. Pourtant, l'organisation maçonnique progressa lentement pendant plusieurs siècles. L'atmosphère religieuse et politique de l'époque ne lui était pas favorable, et l'on peut dire que jusqu'au 18e siècle, l'influence de la maçonnerie
fut à peu près nul sur les affaires publiques en Europe. Alors, tout changea d'aspect. Le protestantisme avait, par sa doctrine du libre examen, miné les bases de la foi et ouvert la porte à toutes les erreurs. Les principes politiques qui découlaient de ces croyances religieuses avaient, dans les pays protestants, complètement changé les institutions sociales. Et dans les pays catholiques, elles créaient un malaise, un mécontentement qui préparait de loin la route à la Révolution. Avec la Réforme, dit le maçon protestant Goldsmith, commence une nouvelle époque. Le triomphe de l'intelligence sur le sentiment, le déclin de la foi et la maturité de la pensée. L'unité se brise, des centres et des moyens divers et nombreux de civilisation sont établis. Le pouvoir civil prend la place du pouvoir ecclésiastique. Le séculier est substitué au prêtre. L'activité de l'industrie succède aux exercices de piété. Du bouleversement religieux à la révolution civile de l'Angleterre, il n'y eut qu'un très court intervalle. La maçonnerie réparait d'abord, en Angleterre, comme une société secrète. Avec son ancienne constitution, seulement, elle modifie sa base et l'approprie aux exigences et aux besoins des temps modernes. Voici comment naquit la maçonnerie anglaise au solstice d'été, 24 juin 1717. Les membres de 4 loges de Londres se réunirent à la taverne du Pommier. Après avoir élu comme président le plus ancien maître parmi eux, ils se constituèrent en grande loge régulière et résolurent de faire revivre les assemblées de la grande loge, 4 fois l'an, puis de célébrer une fête annuelle et enfin de choisir un grand maître jusqu'à ce qu'ils eussent l'honneur d'avoir un homme noble à la tête de la nouvelle organisation. Au témoignage de Dermot, 8 personnes, parmi lesquelles les révérends Desaguliers et Anderson, furent les auteurs de cette grande révolution maçonnique. Ces hommes se mirent alors à fouiller les archives de l'ordre, après s'être bien rendus compte de ce qu'elle fut autrefois. Ils résolurent de faire refleurir la vieille maçonnerie druidique, la maçonnerie d'Hiram. Ils prescrivirent les cérémonies d'initiation, les épreuves et les serments. Ils fixèrent l'ordre des degrés, arrangèrent les instructions symboliques et réglèrent le nombre et les fonctions des officiers de loge. En un mot, ils donnèrent à la maçonnerie la forme extérieure et la discipline intérieure qu'elle garde encore aujourd'hui et qu'elle impose à ses adeptes dans l'univers entier. Pourtant, ainsi que je le remarque, j'y follow, il serait absurde de supposer, comme quelques auteurs l'ont fait, que ces rites et cérémonies qui offrent, à première vue, les caractères évidents de la plus haute antiquité, furent alors inventés par ces savants et ces docteurs en divinité. Ces hommes furent les ordonnateurs de la maçonnerie moderne, ils n'en furent pas les inventeurs. Ils mirent en œuvre les matériaux qu'ils trouvèrent dans les archives de l'ordre et, chose remarquable, continue Follow, il n'y a peut-être pas dans toute la maçonnerie une seule cérémonie qui n'ait son rite correspondant, dans l'un ou l'autre des anciens mystères païens. Singulière assertion, en vérité, et bien propre à rendre suspecte à des catholiques une association fondée sur des pareilles bases. Chapitre 2. La maçonnerie anglaise se répand dans l'univers. La révolution maçonnique de 1717 ne s'opéra pas sans soulever contre elle une tempête qui fut à la fois longue et violente. L'ordre écossais, avons-nous dit, existait déjà en Angleterre depuis plusieurs siècles. Ils avaient sa grande loge à York, en voyant s'organiser une loge nouvelle qui, tout en lui prenant ses rituels, ses symboles et une partie de ses degrés, prétendait cependant avoir une juridiction souveraine et indépendante. L'ordre écossais protesta, et il s'ensuivit un schisme dans la maçonnerie anglaise. Du côté de York se rangèrent les loges d'Irlande et d'Écosse, tandis que la plupart des loges anglaises, au contraire, reconnurent la juridiction de la Grande Loge de Londres. La partie écossais ou yorkiste prit le nom de maçonneries anciennes et donna par dérision aux maçons réformés la dénomination des maçons modernes. La maçonnerie anglaise se trouva ainsi divisée en 2 rites. Le rite écossais ou maçonnerie templière avec ses 33 degrés et le rite anglais qui ne faisait consister ostensiblement l'ordre que dans les 3 premiers degrés. Remarquons bien cependant, ce conflit portait uniquement sur une question de juridiction,
nullement sur une différence de principe et de but. Yorkistes et Londonais se reconnaissaient comme enfants d'une même mère. Ils avaient même doctrine, prêtaient les mêmes serments, poursuivaient les mêmes desseins. Il n'y avait donc pas deux maçonneries en Angleterre, mais une seule, sous deux administrations différentes. Cette division dura jusqu'à l'année 1813. Alors, grâce à un compromis, les deux rites se donnèrent de nouveau la main et se réunirent sous une direction unique. Voici quelle fut la base de ce compromis. La Grande Loge de Londres accepta comme couronnement de son système maçonnique le 7e degré de l'ordre écossais nommé l'Arche royale. De son côté, le souverain conseil d'York, qui comptait dans son système 33 degrés différents, consentit à ne faire consister la maçonnerie ancienne que dans les 3 premiers degrés d'apprenti, de compagnon et de maître, y compris le degré supérieur de l'Arche royale. Cependant, en dehors de cette union, il se réserva le droit d'initier aux 33 degrés de son rite, comme par le passé, et de garder ainsi intacte la maçonnerie templière. Depuis cette convention, les deux grands corps maçonniques anglais, fondus ensemble, ont pris le titre de Grande Loge réunie de la maçonnerie ancienne, libre et acceptée. Du reste, ces querelles de juridiction n'avaient pas empêché la maçonnerie de s'étendre dans l'univers entier. Elles parurent même stimuler le zèle des maçons, des deux rites, pour recruter partout de nouveaux disciples. Au commencement du 19e siècle, on comptait sous la juridiction du souverain conseil d'York 16 grands maîtres provinciaux, c'est-à-dire 16 grandes loges écossaises, 272 loges en Écosse et 65 en France, en Allemagne et en Amérique. La Grande Loge de Londres avait fait des progrès plus étonnants encore en moins d'un demi-siècle. Elle étendit le réseau de ses loges sur tous les peuples du continent et même sur les colonies d'Amérique. Citons quelques dates à l'appui de cette assertion. La maçonnerie londonnaise fonda des loges en France, à Paris en 1725, à Bordeaux en 1732, à Valenciennes en 1733. En 1735, elle établit à Paris la première loge centrale qui prit le nom de Grande Loge anglaise de France. La maçonnerie londonnaise ouvrit des loges en Allemagne, à Cologne et à Hambourg en 1733, puis dans un grand nombre d'autres villes, et l'ordre se répandit bientôt avec une rapidité surprenante. La maçonnerie londonnaise s'établit en Espagne et en Portugal. Elle fonda une loge à Madrid en 1726, à Gibraltar en 1727, et elle en ouvrit aussi plusieurs à Lisbonne et dans les provinces. La maçonnerie londonnaise avait à Rome en 1742 plusieurs loges de francs-maçons relevant de son obédience. Elle en ouvrit aussi à Naples en 1756. Enfin, cette même maçonnerie londonnaise poussa son action jusqu'en Russie. Elle fonda des loges à Moscou et à Saint-Pétersbourg, Saint-André, francs-maçons et juifs. Ce n'était point encore assez pour l'activité maçonnique. La société poursuivait un but universel. Elle voulait se substituer à l'Église. Elle devait donc, comme cette Église, avoir une action qui s'étendit d'un bout du monde à l'autre. Partout à côté du temple catholique, il fallait élever un autre temple dédié à la religion des loges. La prospérité matérielle et politique de l'Angleterre allait, du reste, singulièrement favoriser son action. La politique anglaise, en effet, commençait alors à fonder cet empire colonial qui devait bientôt étendre ses rameaux sur l'univers entier. L'Angleterre possédait en Amérique des colonies considérables. Elle convoitait surtout la Nouvelle-France et les riches empires que la France avait établis aux Indes. La fortune des armes, aidée par l'inepte incurie de Louis XV, livra à l'Angleterre ses immenses territoires. Partout où flotta le drapeau britannique, la maçonnerie le suivit. Il lui fit couvrir de ses plis protecteurs les loges qu'elle fonda sur tous les rivages. Dès l'année 1733, la Grande Loge de Londres accorda une charte à la Loge de Boston, et quand le traité de 1763 eut fait définitivement passer la Nouvelle-France aux mains de l'Angleterre, elle se hâta d'y établir ses loges et d'y prêcher les doctrines maçonniques. Nous verrons bientôt quel succès couronna ses efforts. Chapitre 7.
L'Angleterre, berceau de la maçonnerie universelle. Des faits que nous venons de citer tireront quelques conclusions fort importantes dans le sujet qui nous occupe. L'Angleterre a été, nous l'avons vu, le berceau de la maçonnerie du monde entier. Elle a donné aux grandes loges établies successivement dans l'univers les chartes maçonniques qui les font travailler en harmonie avec les maçons des autres pays. Elle leur a imposé son rituel officiel, ses cérémonies, ses degrés d'initiation, ses instructions et ses serments. Elle relie ces grandes loges entre elles et se les rattache à elle-même par la correspondance officielle et le système des grands représentants. En un mot, la franc-maçonnerie anglaise a été la tête et le cœur de la maçonnerie universelle. Donc, vouloir aujourd'hui établir une distinction entre la maçonnerie anglaise et la maçonnerie continentale, représenter celle-ci comme violente, anticatholique, révolutionnaire dans ses principes et dans ses actes, celle-là, au contraire, comme conservatrice dans ses tendances, tolérante dans ses vues, bienfaisante dans son but final, est une théorie parfaitement inadmissible. Elle croule par la base et est énergiquement démentie par les faits. Une seule chose pourrait justifier cette assertion. Ce serait une rupture éclatante et publique de la maçonnerie anglaise avec la maçonnerie continentale. Un changement complet de base, un abandon absolu des principes qui présidèrent à la formation de l'ordre moderne en 1717 et lui assignèrent son but final. L'Angleterre maçonnique a-t-elle jamais désavoué ses doctrines, réformé ses rituels et changé les serments qu'elle exigeait de ses membres et qu'elle imposait aux maçons du continent en 1723? Jamais. Doctrines, rituels, serments restent aujourd'hui les mêmes qu'en 1723 pour les maçons de l'univers entier. L'Angleterre maçonnique a-t-elle rompu officiellement avec les loges continentales? Ses filles, qui depuis 2 siècles mènent ouvertement la guerre contre l'Église et la société chrétienne? Jamais. Il y a bien eu, il est vrai, de temps à autre, quelques moments de mauvaise humeur. Quand ces filles, impatientes des restrictions hypocrites que leur mère leur imposait, ont brisé ces entraves, qu'elles ont proclamé tout haut ce que la secte ne confiait que tout bas, à quelques sujets d'élite, alors la maçonnerie anglaise, afin de se fâcher, et elle a imposé à ces grandes loges trop audacieuses un temps de pénitence publique. C'est ce qui est arrivé, par exemple, au Grand Orient de France en 1876, quand il cessa de déclarer obligatoire pour les maçons la croyance à l'être suprême. L'Angleterre maçonnique se sépara officiellement de la France. Elle lui retira ses grands représentants et les grandes loges des États-Unis et du Canada suivirent cet exemple. Mais ce nuage passager n'empêche nullement la mère et la fille de s'entendre parfaitement en secret. Depuis 1878, la France est ostensiblement gouvernée par la franc-maçonnerie. Elle ne cesse depuis lors, selon le programme de l'ordre, de combattre la religion révélée et de démolir pièce à pièce les institutions qui donnaient à ce grand pays sa physionomie chrétienne. L'Angleterre maçonnique a-t-elle protesté contre ces persécutions, condamné ces violences, désavoué les actes des francs-maçons français? Ne leur a-t-elle pas au contraire donné constamment l'approbation la plus entière, l'appui le plus chaleureux? Ne soutient-elle pas le journal et par l'opinion publique, qu'elle façonne par les 1000 organes à sa disposition, les chefs qui conduisent en France la croisade anticatholique et antisociale? Ne reste-t-elle pas en union intime et fraternelle par ses grands représentants avec la maçonnerie belge, italienne, allemande et espagnole, aussi hostile que la maçonnerie française à l'Église catholique et aux institutions qui lui servent d'appui? Que l'on cesse donc de nous apporter cette distinction perfide entre la maçonnerie anglaise et la maçonnerie continentale. La société est une, par son organisation, ses doctrines et son programme. Les allures extérieures plus pacifiques des maçons anglais tiennent à des causes que nous expliquerons plus tard. Mais elles n'indiquent nullement ni un changement de vue, ni encore moins l'abandon du fameux programme maçonnique de 1723. L'avocat protestant Hecker, qui a étudié à fond l'influence de l'Angleterre,
dans les révolutions sociales qui agitent aujourd'hui le monde, termine en ces termes. Son vigoureux réquisitoire contre la maçonnerie anglaise. L'Angleterre a été la mère de la franc-maçonnerie moderne, et c'est d'elle encore que partent les fils conducteurs qui dirigent aujourd'hui l'association maçonnique dans l'univers entier. Chapitre 8. Histoire de la franc-maçonnerie en Canada. La France, impie et frivole du 18e siècle, s'était jetée à corps perdu dans les loges de la franc-maçonnerie. Minée dans sa foi par les sarcasmes de Voltaire et de son école, corrompue dans ses mœurs par les orgies de la Régence, paralysée dans sa résistance par les idées gallicanes, les jalousies de Parlement, les doctrines outrées du jansénisme, la France se passionna pour cette nouveauté que l'on nommait la maçonnerie anglaise. La noblesse et les abbés de cour, possesseurs parcimonie de biens d'église, qu'ils employaient au plaisir ou à l'intrigue, accoururent aux loges. Le mystère les intriguait. Les cérémonies bizarres de l'initiation intéressaient leur imagination blasée, tandis que les doctrines de la secte nouvelle flottaient leur idée anti-religieuse et semblaient leur promettre les réformes sociales qu'ils rêvaient. Avant 1743, dit Robinson, la maçonnerie en France était devenue, pour ainsi dire, universelle. Les loges de francs-maçons étaient le foyer des doctrines les plus étranges et les plus criminelles. Elles se trouvèrent peuplées d'avocats au Parlement, d'abbés sans bénéfice et de soi-disant philosophes qui y discutaient sur toutes les matières de religion et de politique. La colonie française de la Nouvelle-France n'échappa point à cette contagion d'impiété. La noblesse et la bourgeoisie canadienne lisaient Voltaire, elles en prirent vite l'esprit et les tendances. Le terrain était préparé pour l'action maçonnique. Quelques années seulement avant la conquête, c'est-à-dire vers 1755, une loge de maçons fut établie à Québec. L'on conserve encore dans les archives de l'ordre les noms de ces premiers maçons canadiens, mais par égard pour leurs descendants dont la dévotion à l'Église proteste aujourd'hui contre la folle conduite de leurs ancêtres, il est, je crois, plus charitable de laisser dormir ces noms dans le silence des loges. Après la conquête en 1763, les loges se multiplièrent rapidement au Canada. Chaque régiment anglais, envoyé ici en garnison, avait sa loge maçonnique dont la charte lui permettait de tenir des assemblées et d'initier des maçons partout où ils seraient stationnés. Or, l'un de ces régiments recruta à Québec un bon nombre d'adeptes. Quand il retourna en Angleterre, il laissa aux maçons québécois sa charte datée de 1752. Et ceux-ci organisèrent la loge Albion. Ce fait curieux est relaté dans le compte-rendu annuel présenté à la Grande Loge de Québec en 1881 par le frère Edson Fitch, député grand-maître pour le district de Québec et de Trois-Rivières. J'attire l'attention de cette grande loge, dit le frère Fitch, sur le fait que la loge Albion numéro 2 a été injustement et sans ordre privée de sa charte primitive portant la date du 12 juin 1752. À la dernière session annuelle, le frère Miller présenta cette charge à la Grande Loge, mais malgré nos recherches, je n'ai pu découvrir nulle part dans le livre des rapports aucune mention de ce fait. La charte avait été donnée au 4e bataillon du régiment royal d'artillerie, avec pouvoir de tenir des assemblées et de faire des maçons partout où ils iraient. En 1826, on accorda à la loge Albion une charte supplémentaire afin de la rendre permanente. C'est d'après cette charte que la loge travaille aujourd'hui. Elle a pris donc cette grande loge de l'autoriser à porter, au lieu de bijoux d'argent, des bijoux d'or, à cause de ses 129 années d'existence. D'autre part, comme la charte primitive n'est plus en leur possession, les maçons de la loge d'Albion n'ont plus rien pour prouver leur avancée. Je demande donc respectueusement que la charte soit remise entre les mains de ses légitimes possesseurs. La maçonnerie continua de s'étendre à Québec, à Trois-Rivières, à Montréal et surtout dans le Haut-Canada. Presque exclusivement colonisée par des Anglais, les loges canadiennes recevaient leur charte de la Grande Loge d'Angleterre et dépendaient d'elle pour la juridiction et le gouvernement. En 1854, les francs-maçons canadiens
s'appuyant sur les principes reçus par les Grandes Loges des États-Unis, résolurent d'établir en Canada une autorité maçonnique suprême et indépendante. Après certaines difficultés de détail qui finirent par disparaître, certaines restrictions que les maçons canadiens acceptèrent, la Grande Loge d'Angleterre consentit au projet. Elle reconnut pour sa fille illégitime, mais désormais majeure et maîtresse de ses actions, la Grande Loge du Canada. La mère et la fille ont toujours, depuis lors, entretenu ensemble des relations harmonieuses. La Grande Loge de Québec naquit dans des circonstances moins heureuses. En 1869, 2 ans après la Confédération, les maçons de la province, s'autorisant de l'exemple de la Grande Loge du Canada et des loges américaines, voulurent eux aussi avoir un centre maçonnique indépendant. Malheureusement, la maçonnerie anglaise était alors dans un mouvement de mauvaise humeur. Elle refusa à sa fille canadienne l'émancipation demandée. La fille passa outre. Forte de ses droits évidents et de l'encouragement que lui donnaient les autres grandes loges, elle se constitua en autorité maçonnique suprême et indépendante. La Grande Loge de Québec fut fondée le 20 octobre 1869. L'Angleterre, irritée de cette action hardie, refusa de reconnaître la Grande Loge de Québec et de lui envoyer des grands représentants. Voilà déjà 14 ans que dure cette pénitence publique, et rien ne fait prévoir une réconciliation prochaine entre la mère et la fille. Au mois de septembre 1881, devant l'Assemblée générale annuelle des maçons tenue à Montréal, le vénérable frère J.H. Graham, grand maître de la Grande Loge de Québec, a raconté fort en détail l'histoire de cette controverse maçonnique. Ne pouvant avoir de guide plus autorisé en cette matière, je traduirai la partie de son rapport qui a trait au sujet qui nous occupe. Chapitre 9. Histoire de la Grande Loge de Québec, d'après le frère J.H. Graham. La division du Canada, du consentement et avec l'aide du gouvernement local et impérial, en 2 provinces distinctes, Ontario et Québec, et la Fédération des autres provinces pour former le Dominion du Canada, le 1er juillet 1867. Souleva des questions maçonniques d'un intérêt et d'une importance supérieure, peut-être, à n'importe quel événement politique des temps modernes. Plusieurs années avant ces faits, leurs prévisions m'avaient engagé, avec plusieurs autres sans doute, d'étudier à fond les documents historiques et les principes constitutionnels qui se rapportaient à la formation, aux prérogatives, au fonctionnement des Grandes Loges de la franc-maçonnerie durant les 150 dernières années, c'est-à-dire de l'an 1867 à l'établissement de la Grande Loge d'Angleterre en 1717. J'en vins à la conclusion que la maçonnerie de cette province avait, après le 1er juillet 1867, le droit et le devoir de former une Grande Loge indépendante, avec pouvoir légal d'exercer une autorité exclusive et souveraine sur toutes les loges de francs-maçons dans le territoire de Québec. Cette conclusion devint pour moi un axiome de foi maçonnique et nombre de frères de cette province partagèrent ma conviction. Formation de la Grande Loge de Québec. Plusieurs années de réflexion, des études sérieuses et variées préparèrent donc la voie à la formation de la Grande Loge de Québec. Elle fut établie le 20 octobre 1869. Grâce à la coopération intelligente et zélée de la majorité des loges canadiennes, écossaises et anglaises de la province. Nous fîmes connaître cette démarche à toutes les grandes loges sœurs de l'univers, en même temps que nous leur demandions de l'approuver et d'échanger avec nous leurs grands représentants. Nous gardons une reconnaissance profonde à tant d'habiles légistes maçons et de grandes loges américaines et canadiennes qui firent à notre demande un accueil favorable. Difficultés. La Grande Loge de Québec était fondée, mais il y avait encore bien des difficultés à vaincre. 22 loges du registre du Canada, Ontario, 3 loges du registre d'Angleterre, S. Paul, S. George et S. Laurent, ainsi qu'une loge du registre d'Écosse, Elgin, refusèrent de se laisser porter sur le registre de la Grande Loge de Québec et prétendirent garder leur allégeance. Après quelques années de controverses et de luttes, l'affaire s'arrangea, en partie du moins. Adhésion. Nos différends avec la Grande Loge du Canada, notre mère,
continue le grand maître, furent enfin réglées en 1874. Les loges dissidentes de notre territoire se feraient inscrire sur notre registre, à des conditions aussi honorables pour elles qu'avantageuses pour notre grande loge et toute la maçonnerie de notre juridiction. Les difficultés qui s'étaient élevées entre cette grande loge de Québec et la grande mère loge écossaise troublèrent profondément ici et ailleurs l'harmonie de notre société. Heureusement, l'amour de la paix, le désir fraternel des maçons écossais, alors dissidents de faire ce que, dans les circonstances, ils crurent devoir être pour le bien général de l'ordre dans cette juridiction, finirent enfin par l'emporter. La célèbre vieille loge Elgin, avec ses deux rejetons King Salomon et Argyle, donnèrent un noble exemple des vrais principes de notre fraternité, en se rangeant sous la bannière de notre jeune, mais non sans gloire, grande loge de Québec. La paix. La paix se faisait dans la famille maçonnique et le grand maître de s'en réjouir et d'en féliciter les frères. Cette heureuse union des loges du registre du Canada et d'Écosse, avec la grande loge de Québec, jointe à l'accroissement annuel des loges placées sous notre juridiction, a plus que triplé le nombre de celles qui participèrent en 1869 à la formation de ce grand corps. Voilà certes qui est très encourageant pour nous. Pourtant, lorsque le grand maître regarde du côté de l'Angleterre, un nuage passe sur son front. La Grande Loge de Londres continue de maintenir en pénitence sa fille indocile et de lui refuser l'échange des grands représentants. Bien plus, elle soutient dans leur révolte les 3 loges anglaises de Montréal, S. Georges, S. Paul et S. Laurent. De là, colère, menaces, échange de lettres plus ou moins aigres entre Québec et Londres. La guerre. Pour compléter notre œuvre, continue le grand maître, il ne nous reste plus qu'à régler nos relations avec notre mère, la Grande Loge d'Angleterre, et à obtenir de ses 3 filles, S. Georges, S. Paul et S. Laurent, qui restent encore indépendantes, dans les limites de notre juridiction souveraine et reconnue, une adhésion fraternelle. Nous avons demandé à la Grande Loge de Londres d'échanger avec nous ses grands représentants. Elle a offert de nous reconnaître formellement si nous laissions les loges anglaises libres de continuer à relever, si elles le voulaient, de la Grande Loge anglaise. C'était à des conditions pareilles que l'Angleterre avait consenti à reconnaître la Grande Loge du Canada. Le grand maître répond « Votre offre est inacceptable. » La Grande Loge du Canada, en se soumettant à ces conditions, commit une faute. Nous la renouvellerons pas. Votre conduite est antimaçonnique, vous troublez la paix, etc., etc. Et la guerre de continuer de plus belle. La Grande Loge de Québec, dit le grand maître Graham, a été fondée, comme la Grande Loge d'Angleterre, en vertu d'un droit régulier, inhérent et inaliénable, droit qui est, croyons-nous, en parfait accord avec les constitutions et les traditions de la franc-maçonnerie. Nous avons réclamé, ab initio, une juridiction souveraine et exclusive sur toutes les loges de la province de Québec. Cette réclamation a été approuvée. Chapitre 10. Relations officielles de la Grande Loge de Québec avec les Grandes Loges d'Amérique et du continent. L'unité maçonnique, nous l'avons vu plus haut, se maintient par les correspondances officielles des Grandes Loges entre elles et les grands représentants qu'elles s'envoient mutuellement. Ce sont les liens de la fraternité maçonnique. Les Grandes Loges ainsi unies se considèrent comme sœurs. Elles travaillent en harmonie, au but de l'ordre, et se doivent réciproquement secours et protection. L'on a bien souvent dit que notre maçonnerie anglo-canadienne ne ressemblait nullement à la maçonnerie continentale, qu'elle n'avait ni le même esprit, ni les mêmes tendances, et qu'enfin, vouloir la montrer en union ou en sympathie avec les maçons d'Europe, c'était de la calomnier gravement. Les catholiques savaient pourtant bien qu'il n'y avait là ni calomnie ni fausse représentation, mais il fallait prouver leur dire par des pièces officielles. Là était la difficulté. La maçonnerie veille avec un soin jaloux sur les secrets de ses loges. Mais voici que le grand maître Graham lui-même nous fait connaître ses relations de famille de la Grande Loge de Québec avec les Grandes Loges d'Europe. Voici ses paroles. La Grande Loge de Québec est en communion fraternelle avec toutes les autres Grandes Loges du Dominion, ainsi qu'avec celle des États-Unis, la Grande Loge d'Irlande et plusieurs autres Grandes Loges d'Europe et autres contrées. Nous entretenons une correspondance fraternelle et nous échangeons nos grands représentants
avec la plus grande partie de toutes les grandes loges régulières de francs-maçons du monde entier. Voilà un aveu qui est bon à noter. Afin d'en mieux faire comprendre l'importance, donnons de suite la liste complète de ces grandes loges régulières de francs-maçons avec lesquelles notre maçonnerie anglo-canadienne entretient des rapports d'amitié si intimes. Je prends cette pièce textuellement dans l'annuaire maçonnique pour 1881. Ici, à la page 45, il y a vraiment une grande liste de 59 noms. Donc, je vais mettre le lien au-dessous de la vidéo. Vous pouvez aller voir par vous-même par la suite. Voilà donc notre maçonnerie canadienne, en union intime non seulement avec la Grande Loge du Dominion et des États-Unis, mais encore avec la maçonnerie étrangère d'Irlande, de Belgique, de Hongrie, du Portugal, de l'Espagne, du Brésil et de la République argentine. Elle correspond avec ces grandes loges du continent. Elles échangent avec elles ces grands représentants. Or, d'après les idées maçonniques, ces relations extérieures témoignent d'une communion parfaite d'idées, de principes, de doctrines et de buts. Quand donc plus tard, nous examinerons les vues réelles que la maçonnerie entretient sur la religion et la société chrétienne. Nous n'aurons pour les connaître qu'à prêter l'oreille aux déclarations de ces maçons d'Europe et d'Amérique. Ils n'ont plus le puritanisme extérieur des maçons anglais. Depuis longtemps, ils ont déchiré les voiles hypocrites dont l'Angleterre enveloppe encore les secrets des loges. Eux, du moins, parlent net et clair. En les entendant, nous saurons ainsi ce qu'est au fond notre maçonnerie anglo-canadienne qui, par cette alliance, se proclame ouvertement la sœur de la franc-maçonnerie continentale. Chapitre 11. État actuel de la franc-maçonnerie en Canada. Elle est florissante, notre franc-maçonnerie canadienne. Les frères le constatent avec jubilation. Chaque année, l'armée maçonnique fait de nombreuses recrues. Elle fonde de nouvelles loges et pousse ses membres avec succès aux emplois civils et politiques. Bientôt, les frères auront le monopole non seulement de la vertu maçonnique, ce qui serait tolérable, mais, résultat plus substantiel, de nombre d'offices donnant chaque année de beaux et bons deniers sonnants. Les profanes, eux, continueront à payer leurs taxes et devront se croire fort honorés d'être administrés par les fils de la veuve, les hommes de la maçonnerie ancienne libre et acceptée d'Angleterre. La maçonnerie, on le sait, se sert dans ses loges et ses comptes rendus d'un langage spécial compris seulement des frères, mais complètement inintelligible pour les profanes. Il sera donc utile d'expliquer brièvement les termes employés dans les statistiques officielles de l'ordre. Voici leur signification. 1. Initié, premier degré de la maçonnerie, grade d'apprenti. 2. Avancé, second degré, le compagnon, fellowcraft. 3. Affilié, troisième degré, les maîtres maçons et ceux qui, après avoir cessé pour un temps de venir aux loges, y entrent comme membres actifs. 4. Réintégrés, maçons chassés qui ont été réhabilités. 5. Retirés, membres actifs passant sur la liste des membres non actifs, nous expliquerons plus loin ce que cela veut dire. 6. Chassés, maçons rayés du registre des loges pour offense à la Constitution. 7. Suspendus, maçons exclus de la loge pour un temps à cause d'irrégularités ou de non-paiement de la cotisation annuelle. 8. Membres actifs, maçons prenant actuellement part aux travaux des loges. Donnons maintenant la statistique officielle de la franc-maçonnerie dans le Dominion pour l'année 1880. Ce sera en bas dans le lien à la page 50. La Grande Loge du Canada, province d'Ontario, devance de beaucoup, on le voit, toutes les autres grandes loges du Dominion. C'est le paradis terrestre de la maçonnerie canadienne. Là, elle porte ses fruits, sinon les plus délicieux, au moins les plus abondants. 1054 profanes initiés au premier degré, 99 frères suspendus pour une raison ou une autre, réconciliés avec l'ordre et reçus de nouveau dans le giron de leur mère. En tout, 1153 membres actifs enrôlés sous la bannière de la Société, et cela pour une seule année, pour une seule province canadienne. Décidément, les frères ont droit de se réjouir. La vertu maçonnique est en hausse dans Ontario. Aussi ne suis-je pas surpris d'entendre la province supérieure se glorifier de ses 340 loges actives
et de ses 17 474 illustres maçons. Quelle lumière cela doit jeter de toutes parts, comme l'état de ces loges ontariennes doit faire paraître encore plus épaisses les ténèbres qui couvrent notre catholique province de Québec. Nous ne pouvons, il est vrai, prétendre à de pareils succès et longtemps encore, la palme maçonnique restera en Ontario. Pourtant, Québec progresse rapidement et le grand maître Graham avait raison d'entamer un hymne de gloire à l'honneur de notre jeune grande loge canadienne.